Donc, c'est un plaisir aujourd'hui de d'accueillir Dikra Kadawaya, qui va nous faire une présentation sur CAPA, que beaucoup d'entre vous connaissez de nom peut-être. Et donc, Dikra va nous donner une présentation, va donner un peu une idée de ce qu'est cet outil-là, qui est en développement depuis quelques années à Environnement Canada. Donc, je vais vous présenter rapidement Dikra. Dikra a obtenu son diplôme d'ingénieur de l'ANGES à Strasbourg en 2010. Elle a fait ensuite un stage dans l'équipe d'hypsocrétan à l'INRS. C'était, à moins que je me trompe, son premier contact avec le Québec. Et ensuite, j'ai eu l'immense plaisir de la diriger à son doctorat en sciences de l'eau à l'INRS, qu'elle a complété en 2018. Depuis, Dikra travaille justement à Environnement Canada sur l'outil CAPA. Et le titre de sa présentation, c'est Introduction au système canadien d'analyse de précipitation, CAPA. Donc, Dikra va nous faire sa présentation, 35-40 minutes. Si vous avez des questions, je vous invite par la suite à lever la main ou à envoyer un chat. Et on va prendre une période de questions après. Et la période de questions va être coordonnée par Jean, qui est coordonnateur à Centro, et moi-même. Donc, on va un peu diriger le trafic après. Donc, je vous invite à soumettre vos questions pendant la présentation ou à la fin de la présentation. Donc, je cède la parole à Dikra. C'est à toi, Dikra. Merci Alain. Donc, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui je vais vous présenter un peu dans les grandes lignes le système canadien d'analyse de précipitation, donc CAPA. Donc, CAPA, c'est l'acronyme pour le Canadian Precipitation Analysis en anglais. Donc, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ce système-là. Donc, il y a Franck Lespinasse, Guy Roy, Dorothy Danforth, donc plus dans la partie développement. Mais il y a aussi Vincent Fortin et Stéphane Belair dans la partie recherche. Donc, aujourd'hui, la présentation que je vais vous faire s'articule autour de plusieurs axes. Donc, d'abord, je vais vous introduire au concept général d'analyse. Ensuite, comment on fait cette analyse-là pour le cas précis de CAPA. Je vais également vous présenter la réanalyse CAPA. Donc, c'est un produit qui vient d'être mis disponible depuis vraiment peu de temps au grand public. Puis, je vais vous présenter quelques applications de CAPA qu'on peut retrouver dans la littérature, mais aussi en Environnement Canada. Et enfin, je vais terminer par un point important, donc l'emplacement des données de CAPA. Donc, comment on fait pour trouver ces fameuses données. Donc, qu'est-ce qu'une analyse? Donc, globalement, de façon générale, donc, pour réaliser la prévision d'un système quelconque, on a besoin de connaître grosso modo deux choses. Donc, tout d'abord, les lois régissant l'évolution temporelle de ce système-là. Et ensuite, on a besoin aussi de connaître les conditions initiales justement pour faire évoluer ce système d'un instant T0 à un temps X. Donc, les conditions initiales sont très importantes pour plusieurs modèles de prévision. Donc, plus un système est complexe, plus les erreurs qui sont dans ces conditions initiales vont avoir un impact sur les prévisions. Donc, on va avoir une forte divergence à une échéance très courte. Donc, un moyen de contrer ces impacts, c'est d'avoir des conditions initiales avec la plus grande précision possible. Donc, dans le monde des prévisions numériques du temps, on va parler d'analyse. C'est pour ça qu'on a la CAPA, donc c'est de là que vient le nom. Donc c'est la préparation de conditions initiales. Donc là, pour CAPA, donc c'est les précipitations pour être utilisées dans d'autres modèles. Donc, pour créer cette analyse-là, donc là, le concept général, c'est on va utiliser pour des conditions initiales, on va utiliser des observations. Donc, elles peuvent être de diverses sources. Donc, ça va être des observations de surface, des observations de satellites, des observations embarquées sur bateau, des bouées, etc. Mais pour bien des modèles, ces observations-là ne sont pas suffisantes. Parce que, par exemple, pour un modèle de prévision numérique du temps, le nombre de variables qui va être prédite est bien supérieur à ce qu'on a observé sur le terrain. Donc, on peut avoir des modèles qui ne fonctionnent pas avec ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on combine ces observations-là avec des prévisions qui ont été effectuées dans un passé proche. Et donc, cette prévision-là qui est valide pour notre analyse, par exemple, pour aujourd'hui, on va l'appeler le champ d'essai. Donc, on va combiner les observations et le champ d'essai qui viennent donner une analyse. Donc, on va avoir des champs de variables peu importe lesquelles. Donc, là, si pour CAPA, c'est la précipitation. Et donc, dans ce cas-là, toute cette approche-là, on va appeler ça l'assimilation de données.
Donc, l'assimilation de données, c'est un domaine à part entière. Donc, il y a plusieurs méthodes qui existent. Donc, chacune a des défis mathématiques et numériques. Donc, parmi les plus connus, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'interpolation optimale, d'études de Kalman, ou encore d'approches variationnelles. Donc, j'en cite que quelques-unes ici. Donc, c'est vraiment des approches qui sont très spécifiques pour créer au final la même chose, qui est une analyse. Donc, concernant le CAPA, qu'est-ce qu'on fait pour justement créer CAPA? Donc, quelle est l'assimilation de CAPA, de données qu'il y a dans le CAPA? Donc là, je vais vous présenter. Donc, CAPA, en fait, utilise l'approche qu'on appelle l'interpolation optimale. Donc là, c'est vraiment la seule équation de toute la présentation. Donc, pour chaque point de grille, donc toute l'analyse, on va avoir la valeur de la précipitation de l'analyse qui est donnée par, ici, une combinaison du champ d'essai que je parlais tout à l'heure, donc le XB ici, donc en un point S. Donc ça va être notre background, le champ d'essai, combiné à une différence entre les observations et le champ d'essai dans le voisinage. Donc on va vraiment avoir cette combinaison des deux qui va nous donner l'analyse. Et puis le nerf de la guerre, on va dire, dans cette équation-là, c'est l'estimation de ce vecteur-là, le poids, qui va être propre ici à CAPA, c'est qu'on utilise l'interpolation optimale pour estimer. Donc, je ne vais pas donner de détails là-dessus, mais je donnerai des références à la fin pour, si vous voulez en savoir plus, de comment on estime ce vecteur-là. Donc, pour CAPA, donc là, CAPA, c'est vraiment l'approche, on va dire, mais il y a différents produits qui existent, donc à différentes résolutions, différents domaines. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran ici, ce sont les différents domaines qui sont disponibles pour le téléchargement des données de précipitation. Donc tout d'abord, on va avoir le domaine en violet ici, le plus grand domaine, c'est le modèle régional, donc le RDPA, le R c'est vraiment pour regional, et le D c'est pour déterministique, donc l'analyse régionale déterministique, qui est disponible à une résolution de 10 km. Pour la résolution temporelle, on a des analyses qui sont disponibles aux 6 heures, mais aussi des analyses qui sont disponibles à 24 heures, et pour différentes valid time, donc elles sont disponibles à 0, 6, 12, 18 pour 6 heures, et 0, 12 pour le 24 heures. Ensuite, nous avons un autre domaine qui est le domaine à haute résolution. Donc, c'est ce que veut dire l'acronyme ici, HR, donc en noir ici. On va avoir une résolution spatiale qui est beaucoup plus élevée, donc à 2,5 km. On a toujours une résolution temporelle de 6 heures et 24 heures et toujours disponible pour les mêmes temps de la journée. Et ce sont deux produits qui sont opérationnels. Ça veut dire qu'ils sont ouverts au public. Depuis peu, il y a aussi un autre produit de CAPA qui est HREPA, donc c'est le système à haute résolution ensembliste, donc c'est High Resolution Ensemble Precipitation Analysis, donc toujours sur le même domaine, mais cette fois-ci on va avoir un système ensembliste à 2,5 km, mais ici il va être disponible que aux 6 heures et on a 24 membres. Donc ce produit-là est ce qu'on appelle au centre météo en mode expérimental, c'est-à-dire qu'il est en train de tourner, mais qu'il n'est pas disponible pour le public. Donc l'idée, c'est de le faire tourner assez longtemps pour juger qu'il est fiable et ensuite l'ouvrir au public pour des utilisations diverses. Et enfin, le dernier produit, donc c'est le domaine que vous voyez en orange ici, c'est le domaine de la réanalyse. Donc, comme je l'ai dit en intro, il y a vraiment une partie sur la réanalyse sur laquelle je vais développer, mais globalement, dans la réanalyse, c'est disponible à une résolution de 10 km pour des résolutions temporelles de 24 heures. L'idée, c'est de rendre ce produit-là disponible pour la période de 1980 à 2018. Donc, pour le moment, ce qui est disponible, ouvert pour le téléchargement, c'est la période 2000-2018. Ce qui est en cours de réalisation, c'est la période 1980-1999. Donc là, c'est vraiment tous les sous-produits de CAPA qui existent à l'heure actuelle. Là, si je reviens un peu en arrière, j'ai dit que l'analyse, c'était une combinaison des observations et des champs d'essai, tout ça dans une approche d'assimilation de données. Donc là, si je reviens sur les données qui sont assimilées à CAPA, il y en a de trois sortes en fait. Il y a dans un premier temps les observations de surface, donc c'est ce que vous voyez ici, tous les petits points de diverses couleurs. Donc c'est vraiment les points pour lesquels les précipitations ont été assimilées ici pour l'été 2019. Mais on a aussi les radars, donc c'est ce que vous voyez en tache grise ici.
qui ont été également assimilés pour l'été 2019. Et ces données-là sont assimilées pour le système régional, donc le grand domaine, le domaine aussi à haute résolution, donc qui couvre plus le Canada, et pour le système ensembliste à haute résolution. Et depuis peu, donc, on a un nouveau type de données qui va être assimilé dans CAPA. Donc, c'est iMerge. iMerge, c'est une constellation c'est un algorithme qui permet de traiter une constellation de données satellitaires et qui va nous donner des précipitations, des accumulations de précipitations sur un domaine beaucoup plus grand, donc par rapport aux stations que vous voyez ici de façon ponctuelle. Avec une résolution pas assez fine pour aller à la haute résolution, mais quand même très intéressante pour le domaine régional, et donc qui va être assimilé, qui va être aussi disponible. Donc l'assimilation de ces données-là va être, dans CAPA, va être disponible à partir de l'été 2021. En fait, début juin, je pense que ça va être disponible. Donc ça va permettre un plus grand gain un grand gain dans CAPA, donc d'avoir plus d'observations en fait, qui sont assimilées. J'ai parlé des observations, mais il y a aussi le champ d'essai. Donc, les champs d'essai sont différents suivant les produits de CAPA. Donc, on va avoir assez intuitivement, on peut deviner que le champ d'essai va être lié en fait au système de prévision qui a le même domaine et qui a la même résolution. Donc là, je remets la figure de tout à l'heure pour dire que en fait, ce système-là, le régional, il va utiliser le système de prévision régional qu'on appelle le RDPS. Ce système-là va utiliser comme champ d'essai le système de prévision à haute résolution, donc le HRDPS, et le RDRS qui, lui, a un domaine, un truc à part qui est un domaine à part, mais qui va plus, ça va être le RDRS tout simplement en fait. Et puis, comment on fait pour intégrer ce champ d'essai pour CAPA? Donc là, si je reviens aussi un peu en arrière par rapport à ce que j'ai dit au début, on assimile des observations et qu'on combine à des champs d'essai. Et les champs d'essai, j'ai dit que c'était des prévisions dans le passé. Donc là, par exemple, je l'illustre aussi par la petite flèche ici où on imagine que ce sont les prévisions qui ont lieu qui sont données par un des systèmes, par exemple le RDPS. Et si je veux une analyse qui est valide pour le 1er janvier 2021 à 12 heures, je vais prendre la prévision qui a été lancée le 1er janvier 2021 à minuit et je vais m'intéresser vraiment à la prévision 6-12. Donc, c'est ça qu'on fait dans CAPA. Donc, on regarde la fenêtre temporelle 6-12. Donc, ces précipitations-là vont être valides pour le 1er janvier à 12 heures. Donc, on évite de prendre on aurait pu prendre la prévision qui commence à 6 heures, mais pour éviter la période de Skinner, on prend la fenêtre 6-12. Donc là, c'est vraiment pour c'est quoi le champ d'essai qu'on prend dans CAPA. Donc, une fois que toutes ces données-là sont préparées, qui vont être prêtes pour l'assimilation, on fait un traitement de qualité pour éviter de mettre un peu n'importe quoi dans CAPA. Donc, il y a plusieurs traitements de qualité qui sont faits. Sur les observations de surface, il y a un traitement de qualité spatiale et temporelle. Donc, avant de dire est-ce que cette station-là, on la prend ou on la rejette dans l'analyse. Donc là, je vous invite à lire le papier de Franck Lespinasse de 2015 qui détaille vraiment toutes les étapes de ces traitements de qualité-là spatial. On fait également un traitement de qualité sur les radars. Donc, on va supprimer des parties de radar où on sait qu'il y a des artefacts, par exemple proche des montagnes, ou sinon en ville, proche de gros bâtiments. On applique également une correction de biais sur les précipitations au radar. Donc, on utilise pour ce faire les stations qui sont vraiment sous le radar. Pour iMerge, on fait également une correction de biais. Donc, on n'intègre pas iMerge directement dans l'assimilation dans CAPA. Donc, ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est qu'on corrige le biais avec des prévisions de champs d'humidité relative. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait tout ce traitement de qualité-là, mais il y a quand même un cas particulier des données en hiver donc, qui sont souvent rejetées parce que ce sont des données qu'on accorde peu de confiance à cause, par exemple, du vent ou des types de stations. Si elles ne sont pas manuelles, on va avoir tendance à rejeter ces stations.
Les radars et les données iMerge non plus sont pas assimilés durant les précipitations hivernales, parce qu'ils font un traitement particulier qu'on ne peut pas utiliser. On peut pas utiliser le même traitement pour les précipitations liquides et les précipitations solides, ce qui fait qu'à la fin, l'analyse CAPA en hiver comporte beaucoup moins de données assimilées qu'en été. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, certes, on a ce petit bémol, mais il faut savoir que les prévisions hivernales, elles, donc le champ d'essai hivernal, sont de meilleure qualité qu'en été. Donc les prévisions qui sont données par tous les systèmes de prévision numérique du temps sont connues pour donner des meilleurs estimés de précipitations en hiver qu'en été. Donc on peut compter un peu plus sur ce côté-là pour un peu pallier le manque de stations en hiver. Avant de passer à la réanalyse, je voulais parler aussi d'un champ qui est peut-être moins connu que le champ de précipitation de CAPA, qui est le champ CFIA, donc le Confidence Index. Donc c'est un indice en fait de confiance. Mathématiquement, c'est 1 moins le rapport des erreurs de l'analyse sur les erreurs du champ d'essai. Cet indice de confiance-là, il est estimé pour chaque point de grille et pour chaque temps valide de l'analyse. Il est compris entre 0 et 1 et il nous permet de dire quelque chose d'assez intéressant. En fait, c'est que lorsque les valeurs sont proches de 1 de cet indice-là, ça nous dit qu'il y a un point important des observations qui ont été assimilées. Donc là, je vous l'illustre ici par cette carte-là. On peut voir par exemple ici pour le système CAPA régional pour l'été 2019, le CFIA, donc le Confidence Index, qui a été moyenné sur tout l'été. Et on voit que ça va de 0 à 1. Et en fait, on voit des petits points un peu éparpillés. On reconnaît en fait la forme des stations. Et donc, on voit que là où on a des stations, on va avoir plus de confiance qui va être accordée à l'analyse de précipitation. Puis on voit des grosses taches violettes ici qu'on voit bien, ce sont les radars, en fait, l'empreinte des radars. Et puis ce qu'on voit aussi de façon intéressante, c'est que les valeurs vertes, donc les valeurs proches de 0, ce sont là où on n'a pas d'observation, donc au-dessus de la mer, on n'a pas d'observation. Donc là, ce genre d'information-là est disponible à chaque pas de temps de l'analyse. Donc par exemple, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est intéressé à prendre CAPA seulement là où il y a des observations, à combiner ces deux informations-là pour extraire l'information qui l'intéresse. Et donc là, maintenant, je vous montre par exemple l'impact d'ajouter iMerge. Donc on voit qu'on a la même palette de couleurs, mais cette fois-ci, pour plein d'endroits, comme au-dessus de la mer, ici, dans le nord, on voit qu'on a la palette de couleurs est devenue plus foncée. Donc on a des valeurs de CFIA qui sont plus importantes, tout simplement parce qu'on assimile une nouvelle source de données qui est iMerge, qui, elle, couvre plus d'espace. Donc maintenant, je vais passer un peu à la réanalyse CAPA. Donc, ce n'est pas vraiment le nom, la réanalyse CAPA, mais c'est vraiment la réanalyse qui est développée en Environnement Canada. Mais une petite introduction sur qu'est-ce qu'une réanalyse avant de la présenter en particulier. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'analyse qu'on fait pour créer des conditions initiales. Et en fait, le concept de la réanalyse, c'est de refaire ce même travail d'analyse, mais pour le climat passé, dans l'idée de reconstituer l'atmosphère sur une longue période, avec des avantages qui sont l'utilisation d'un seul et même système de prévision et éventuellement assimiler plus d'observations. Donc là, par rapport à une analyse classique, on va dire, la réanalyse permet une certaine homogénéité dans le temps des données qu'on va extraire. Donc là, par exemple, si vous voulez extraire CAPA, l'analyse classique, on va dire de 2011 à aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a eu des modifications dans l'analyse, c'est-à-dire que les systèmes de prévision ont changé, les radars se sont intégrés au cours du temps. Donc, il va y avoir une certaine modification dans la qualité de l'analyse qui va être de plus en plus meilleure au fil du temps. Donc, à l'heure actuelle, les réanalyses ont été développées dans plusieurs centres météo. Vous avez peut-être entendu parler de RA5 pour le centre européen, ou encore CFSR et ENA pour les USA, ou CRA40 pour le centre météo chinois. Donc, et j'en passe. Donc, il existe plusieurs réanalyses à l'heure actuelle pour être utilisées, mais chacune a des avantages, chacune a des inconvénients. Pour certaines variables, pas pour d'autres. Pour certains domaines, n'est pas
et pas pour d'autres. Donc, il n'y a vraiment pas de meilleure réanalyse, c'est juste qu'il faut les étudier, puis voir celle qui convient le mieux pour l'utilisation qui nous convient. Mais donc là, donc ça, c'est vraiment l'idée des réanalyses. Donc là, il y a eu le projet de développer une réanalyse également au CMC, donc au Centre météo canadien, mais qui est vraiment différent de ce qu'on peut retrouver par rapport aux autres réanalyses, parce que c'est un système qui a été conçu pour plus supporter la modélisation hydrologique et de surface. Donc, il n'y a pas d'assimilation atmosphérique, comme on peut voir pour ERA5 ou pour d'autres réanalyses, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait toutes les simulations d'analyse atmosphérique, ce qui se passe au-dessus de la surface. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un couplage entre le système d'assimilation de surface et de prévision atmosphérique. Et aussi un point important et assez intéressant dans cette réanalyse-là qui est développée Environnement Canada, c'est qu'on dispose aussi d'une espèce d'analyse de précipitation offline, c'est-à-dire qu'elle n'est pas couplée et qui assimile beaucoup d'observations par rapport à d'autres réanalyses où les observations ne sont pas les observations de précipitation ne sont pas intégrées. Donc là, juste une petite figure pour vous illustrer à quoi ressemble un peu le schéma de la réanalyse au centre météo. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas d'assimilation atmosphérique pour la réanalyse. Donc, on utilise comme condition atmosphérique ERA intérim qui va forcer et donner des conditions atmosphériques pour deux modèles. Donc, on va avoir le modèle GEM, donc c'est le modèle canadien de surface, qui va être alimenté par ERA intérim, et le modèle GEM GDRS, donc la prévision atmosphérique, le modèle GEM également, qui va être alimenté par ERA intérim et qui va avoir les conditions de surface ici par GEM. Donc, une fois qu'on a alimenté ce système de prévision global, à 40 km, on va faire un downscaling dynamique pour disposer pour avoir des conditions pour le GEM RDRS, donc le système régional ici à 10 km. Enfin, ce système-là, il est couplé, donc c'est ce que je disais, le couplage entre la surface et la prévision atmosphérique. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir un couplage, une communication entre les deux, entre les observations de surface qui vont être assimilées par les systèmes CAPA et CALDAS, donc je reviendrai plus tard pour CALDAS, qui va alimenter ce système-là et ainsi de suite. Donc là, c'est un peu l'idée, grosso modo, de comment la réanalyse au CMC est développée. Donc, maintenant, je vais passer un peu aux applications de CAPA. Donc, je vous ai expliqué un peu c'est quoi l'analyse, c'est quoi la réanalyse, donc comment on fait pour utiliser comment on fait, donc, quelles sont les utilisations potentielles de CAPA pour la précipitation à l'interne. Donc, à l'interne, donc Environnement Canada, pour le moment, on l'utilise comme étant une boîte dans un système plus grand, donc qui est CALDAS. Donc CALDAS, c'est le Canadian Land Data Assimilation System, donc c'est le système d'assimilation de prévision, de système d'assimilation de données de surface. Et ce système-là va fournir des analyses de différents champs de surface, comme par exemple le ruissellement pour l'hydrologie. Donc typiquement, Environnement Canada, les modélisations hydrologiques qui sont faites utilisent des sorties de ruissellement de CALDAS, et CALDAS, lui, s'est nourri de CAPA. Donc, c'est cette chaîne-là qui est utilisée. Donc là, je dis à l'heure actuelle, mais c'est parce qu'on est dans un cycle d'innovation en ce moment qui va permettre d'intégrer de nouvelles innovations, améliorations aux différents systèmes. Puis l'idée, là, c'est d'utiliser, de mettre à jour, en fait, le nouveau, un CAPA plus qui prend en compte des radars, qui prend en compte plus d'observations dans CALDAS. Donc maintenant, on va pouvoir une modification du système qui va permettre d'avoir une version plus à jour tout simplement de CAPA à travers le système HREPA. Donc il va y avoir plusieurs systèmes d'analyse et de prévision à l'interne qui vont pouvoir bénéficier de ces innovations-là. À l'extérieur du CMC, donc, il y a plusieurs vraiment utilisations qui ont été rapportées de façon dans la littérature. Donc il y a un article de Vincent Fortin, une revue de littérature en fait, de 2018, dans l'atmosphère océan, qui donne un très bon aperçu de l'utilisation de CAPA depuis ses débuts. Mais grosso modo,
En général, ces applications touchent plusieurs domaines, donc l'hydrométéorologie, l'hydrologie, mais aussi l'analyse de surface et il y a eu même des tests pour les prévisions atmosphériques. Et dans tous les cas, donc CAPA est soit utilisé comme proxy de la réalité, soit considéré comme un jeu de données à évaluer. Puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans toutes les études, c'est qu'il y a eu des avantages, mais aussi des inconvénients à CAPA. Donc, parmi les avantages, on peut citer que, évidemment, c'est des données qui sont continues dans le temps, dans l'espace, sur un grand domaine. Puis il y a eu quand même des retours positifs sur les zones qui sont couvertes par les radars. Donc, on va avoir plus de données assimilées à ces endroits-là, donc une meilleure qualité de l'analyse dans ces endroits-là. Par contre, une limitation dans les zones montagneuses qui a été mise en évidence. Donc ça fait partie des limitations de CAPA. Il y a plusieurs, donc là, il y a des avantages et des inconvénients. Donc l'idée, c'est un peu d'essayer dans l'ordre des priorités, d'établir des projets de recherche et de développement qui vont permettre d'améliorer l'analyse CAPA. Donc, je ne peux pas vous lister tous les projets qui existent à l'heure actuelle pour CAPA, mais je peux vous en citer quelques-uns d'intérêt, comme par exemple l'utilisation de prévisions ensemblistes donc à l'échelle régionale pour la méthode d'assimilation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise pour le moment une interpolation optimale avec un système déterministe. Donc l'idée, c'est de brancher à cette interpolation optimale-là un fil de Kalman d'ensemble avec des ensembles de prévisions qui sont maintenant disponibles à Environnement Canada pour avoir une approche hybride. Et puis l'objectif final, c'est d'améliorer, grâce à cette approche hybride-là, l'analyse CAPA. Il y a également un projet d'assimilation des précipitations solides. Donc là, c'est quelque chose qui va sans doute commencer cette année. Donc l'idée, c'est de pré-traiter les données qui rentrent de précipitations solides, notamment les débiaiser pour pouvoir les assimiler durant la période hivernale et ainsi avoir une analyse CAPA qui est de plus grande qualité pour cette période-là. Il y a aussi le projet de CAPA global, donc de créer une analyse à l'échelle du globe, et en utilisant l'approche hybride que j'ai évoquée dans un premier temps. Donc là, ça va être vraiment un outil qui va être très utile pour le système CALDAS. Et enfin, là, ce n'est pas vraiment un projet de recherche et développement, mais c'est un peu dans le flot continu des améliorations qu'on apporte à CAPA, c'est qu'on rajoute quand elles sont disponibles, quand il y a des échanges avec certains partenaires aussi, d'ajouter de nouveaux réseaux d'observation de surface, mais aussi des nouveaux radars qui sont ajoutés au Canada. Donc, si vous vous souvenez de la carte où je vous montrais les radars, on peut encore faire mieux, puisqu'il y a beaucoup plus de radars qui sont disponibles aux États-Unis, par exemple. Donc, l'idée, c'est de les intégrer au fur et à mesure et d'améliorer la couverture des observations en général. Donc là, ça m'emmène à ma dernière section, qui est les moyens d'accès à CAPA. Donc, comment on fait pour aller voir toutes ces données-là. Donc, le premier site, c'est le portail du gouvernement. Donc là, par exemple, ce site-là nous permet de visualiser les données. Donc là, par exemple, on peut avoir les estimés de précipitations à 24 heures. Si on veut voir les dernières 24 heures, on peut voir les précipitations, télécharger les images, etc. Donc là, c'est vraiment un outil de visualisation. On a le datamap. Donc là, on a plus de données qui sont hébergées là-dessus, qui sont ouvertes. Donc les données sont disponibles depuis avril 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc le format, c'est GRIP2. Donc l'analyse à haute et à basse résolution. Donc la présentation sera disponible à la fin, puis les sites seront disponibles également pour si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, mais je vous montre juste visuellement à quoi ça ressemble. Donc on va avoir des fichiers à télécharger comme ceci. Donc il y a plusieurs endroits où on peut télécharger les données de CAPA. Donc là, il y a également un autre outil. Donc là, c'est toujours sur le site du gouvernement, on peut extraire des données d'analyse
à l'échelle, ici c'est pour l'échelle régionale, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut extraire par sous-domaine. Donc ici, c'est disponible de 2012 à aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment on a le domaine ici, puis on peut dessiner des sous-domaines, l'analyse qui est disponible, les périodes d'accumulation qui nous intéressent, les dates. Donc c'est vraiment un outil qui est convivial, donc qui permet de télécharger des fichiers GeoTIFF et NetCDF, donc pour ceux qui utilisent des GIS pour traiter leurs données. Encore un autre site, mais cette fois-ci, c'est le GitHub du centre météo. Donc là, la disponibilité est plus courte, donc c'est les 30 derniers jours, c'est des fichiers GRIP2 et des couches GIS, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir, si vous êtes intéressé à d'autres données, il y en a d'autres. Donc là, on a les prévisions numériques, météorologiques, environnementales, l'atmosphère, mais ce qui nous intéresse, par exemple, pour CAPA, donc ici, l'analyse de la précipitation. Donc si vous le mettez en anglais, vous allez reconnaître les acronymes que j'ai énoncés dans la présentation. Donc l'analyse à l'analyse régionale, l'analyse à haute résolution. Mais il y a aussi un autre produit qui est peut-être un peu plus méconnu, qui est les précipitations moyennes par bassin versant, donc, qui est disponible. Donc, pour l'analyse à haute résolution, donc le domaine plutôt canadien, on peut extraire les précipitations moyennes par bassin versant. Donc, mais c'est disponible seulement durant les 30 derniers jours. Et enfin, le dernier site qui est aussi très intéressant, qui est le CASPAR, en fait. C'est un site qui a été, où on a beaucoup de données là-dessus, d'Environnement Canada. Et si je peux aller sur... Donc là, ça nous amène sur le portail données, donc c'est hébergé pas en partie par... C'est en collaboration avec l'université de Waterloo. Donc là, vous pouvez vraiment, et c'est là où si vous voulez télécharger, parce que là, depuis tout à l'heure, je parle de téléchargement de données CAPA vraiment à haute basse résolution, mais si vous voulez télécharger la réanalyse, c'est ici que ça se passe. Mais il n'y a pas que la réanalyse. Donc là, il y a les Canadiens, le fameux CalDAS, il y a les versions de CAPA ici. Il y a vraiment plusieurs jeux de données, mais pour la réanalyse, ce serait celle-là, donc RDRS version 2. Parce qu'il y avait une version 1 à 15 km, mais qui n'est pas... c'est parce que ça a été fait dans le passé un peu plus lointain. Mais là, la dernière version, c'est RDRS version 2. Puis là, on voit le domaine en fond. On voit que c'est, comme je vous ai dit tout début, donc c'est disponible depuis 2020. Puis vous pouvez... Donc là, c'est vraiment à jouer là-dedans, toutes les variables. Et là, on peut voir vraiment toutes les variables qui sont disponibles pour la réanalyse, le vent, les flux, les hauteurs géopotentielles, l'humidité relative. Et puis pour l'analyse de précipitation, donc il faut juste faire attention parce qu'il y a un mode analyse, donc vraiment CAPA, et le mode forecast, donc c'est vraiment le champ d'essai. Donc si vous vous intéressez à l'analyse, et puis on a toutes les horizons. Donc j'ai dit tout à l'heure que pour la réanalyse CAPA, c'est 24 heures, mais en réalité, on a des données horaires, mais ce ne sont pas des vraies données horaires, parce qu'elles ont été désagrégées. Ce sont des précipitations 24 heures qui ont été désagrégées, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, tout est expliqué dans l'article, je vais vous donner les références plus tard, mais globalement, elles ont été faites de façon à ce que les 24 heures tombent sur les observations 24 heures, mais elles ont été désagrégées linéairement pour avoir des précipitations horaires, parce qu'il y a eu des besoins ailleurs qui ont fait qu'on avait besoin des précipitations horaires, tout simplement. Donc là, ça permet de télécharger ces données-là depuis CASPAR en format NetCDF sur une grosse période. Donc là, en fait, je vais conclure là-dessus. Donc là, je vous donne toutes les références que j'ai un peu évoquées au fil de la présentation. Donc les premières, c'était vraiment sur le traitement de qualité des observations des radars ici, puis l'assimilation des données. On a eu une espèce de preuve de concept ici avec le papier de Baudouin, mais la méthode qui est référencée est pas du tout, est vraiment différente de ce qu'on utilise actuellement pour l'assimilation de iMerge. La revue de littérature de Vincent Fortin de 2018, la version ensembliste de CAPA, donc comment elle a été développée, et enfin un article qui est super intéressant, qui est sur HESSD, donc toujours en format de discussion, mais il est disponible pour lecture et qui permet de vous donner une idée de comment a été créée la réanalyse. Donc, merci de votre attention. Puis, si vous avez des questions, je suis tout oui.
Merci beaucoup, Edgar. Très intéressant. Donc, je suis sûr qu'on va avoir des questions. Déjà, dans le chat, on a des questions. Je vais commencer par celle qui est apparue en premier. Monsieur Blanco qui demande dans les précipitations sont incluses la pluie, la neige, le verglas, point d'interrogation. Donc, j'imagine qu'il se questionne sur quelles observations précisément de précipitations sont assimilées dans le. Donc, ouais, donc là, ça rejoint le point des précipitations hivernales. Les précipitations hivernales, en fait, ça dépend de la station météo. Donc, on assimile les stations météo manuelles pour l'analyse CAPA à l'hiver. Puis il y a un traitement de qualité aussi sur ces précipitations hivernales-là. Donc s'il y a un seuil de température et de vent qui n'est pas dans un certain range au-delà duquel on pense qu'on ne fait pas confiance à cette donnée-là, alors on rejette la station. Donc ça fait peu de stations assimilées durant l'hiver. Donc c'est vraiment ce traitement de qualité-là qui est fait pour les observations de précipitations hivernales. J'imagine pour une variable comme le verglas connaissant, sachant qu'il n'y a virtuellement pas de données là-dessus, si ce n'est que ça arrive ou ça n'arrive pas, donc c'est binaire. Donc il n'y a aucune assimilation ce genre de. Non, pas dans le CAPA. Je sais qu'il y a d'autres systèmes Environnement Canada qui travaillent là-dessus. Okay. Je ne pourrais pas trop donner d'informations, mais pour CAPA, non. OK. Mais à l'heure actuelle, CAPA, quand il donne les précipitations, est-ce qu'il discerne entre solide et liquide? Oui. Non. Donc, il n'y a pas de. Ouais, c'est une accumulation en millimètres été comme hiver. OK. Je poursuis. Monsieur Blanco, il y avait une autre question. Il demandait est-ce que vous avez l'intention d'étendre CAPA à d'autres pays du monde? Ben là, je comprends que oui, là, avec la réanalyse, CAPA global, c'est un peu solide. Avec la réanalyse, non, mais l'analyse CAPA globale, oui, c'est ça l'idée. Oui, donc l'idée, c'était de. C'est un projet vraiment qui a été évoqué au début de cette année, donc je ne pense pas que ça verra le jour cette année, mais c'est sur la table et puis il y a un intérêt à l'interne et à l'externe, donc oui, c'est un des projets qui sera développé à moyen terme, je pense. OK. Je poursuis. Donc, une question de Daniel Nadeau de l'Université Laval qui te remercie de ta présentation et qui dit outre Immerge, quelles sont les autres avenues possibles pour réduire l'incertitude CAPA dans l'Arctique? Oui, d'autant plus que l'Arctique, c'est de plus en plus, à cause des changements climatiques notamment, plus développement qu'on prévoit là. Donc, oui, effectivement, comment, y a-t-il d'autres avenues? Y a-t-il d'autres sources de. J'avoue que pour le moment, iMerge, c'est le truc qu'on a trouvé pour le moment pour couvrir le plus de domaines possible, mais il n'y a pas d'autres, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres données ou avenues qui ont été développées spécifiquement pour Est-ce que ça couvre bien le nord, l'Arctique, à iMerge, ou pas? Ça va assez haut. Okay. Par contre, et là, il y a des équipes avec qui on collabore à Toronto qui sont vraiment intéressées parce que les précipitations qui sont là-bas sont vraiment sous forme de traces. Donc, à évaluer vraiment c'est quoi l'impact, de quelle qualité sont ces données-là, iMerge et CAPA plus iMerge là-dedans. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose qui est en train d'être exploré. Mais j'avoue qu'en dehors de iMerge, on n'a pas d'autres. Okay. Moi, je lis les questions des gens. Si les gens ont une sous-question, ben, je vous invite à soit activer un micro ou soit lever la main. On pourra interagir directement avec Dicra. J'agis un peu comme l'intermédiaire, mais donc je vous invite à lever la main si vous avez des sous-questions. Donc, je passe à la question suivante de Simon Matt de l'ETS qui demande avez-vous une date approximative où la période 1999, 1999 de l'analyse CAPA sera complétée? Ça, je suis sûr que cette question-là serait posée. Toi aussi, j'imagine. J'assiste aux réunions à chaque 2 semaines pour la réanalyse. Donc, pour cette période-là, ça avance, mais je pourrais pas, honnêtement, je ne pourrais pas donner de date. Donc, je sais que l'objectif, c'est de rendre ça disponible le plus vite possible, mais je ne pourrais pas donner d'échéance là-dessus. Je suis désolée. On parle-tu de mois ou on parle d'années?
Non, pas d'année, là, définitivement pas d'année. Mais c'est parce qu'il y a aussi un peu plus d'enjeux à aller récupérer les données dans le passé, même pour pouvoir assimiler proprement. Donc, il y a même des enjeux par rapport au le pilotage, est-ce qu'on garde ERA intérim, ERA 5. Donc, ça va arriver, mais je ne pourrais pas donner de... Donc, est-ce qu'on s'avance beaucoup en disant d'ici 1 an? Je pense que d'ici 1 an, ça serait prêt. Normalement. Parce que c'est ça, l'article, c'est l'article qui est associé, c'est ça qui est mis de l'avant, qu'on ait une grande période de 80 ans. Bon, je ne voulais pas te placer en situation délicate. Prochaine question, Pierre-Éric Isabelle, une apprécie de bonne question. Concrètement, est-ce que CAPA a une meilleure qualité au Canada que ERA? J'imagine qu'il fait référence peut-être à ERA 5, qui est la nouvelle coqueluche de tout le monde, là, ou ERA Land. Exactement, Alain. Bon, voilà. Dicra, qu'est-ce que tu en dis? Déjà, ça dépend de... Pour la précipitation, CAPA, forcément, c'est pour la précipitation. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'évaluation propre de CAPA contre ERA 5, mais intuitivement, je dirais que, vu que ERA 5, normalement, ils n'assimilent pas de précipitation observée. Donc, pour la précipitation, je dirais que là où on a des observations, comme j'ai illustré par le CFIA, je dirais que normalement, c'est attendu que CAPA performe mieux là où on a des stations. Donc, c'est ça que... Mais est-ce que vous avez comme projet, peut-être vous, en collaboration avec des gens, d'éventuellement faire un exercice de comparaison? Il y a un exercice d'évaluation, de comparaison qui est mené par Martin Clark dans l'Ouest. Donc, il y a un travail qui va être fait de ce côté-là. Puis, il y a aussi, ça rejoint un peu la difficulté, c'est des choses qui se font là, parce que là, on utilise un pilotage par ERA intérim, donc on va piloter par ERA 5 ou autre. Donc, c'est quelque chose qui sont sur la table pour évaluation. OK. Donc, à venir. Ouais. Bon, je vais te passer un commentaire. Ce n'est pas une question de François. François Antibes, de l'Université Laval, qui dit: tu as remercié ta présentation d'une grande clarté. Merci. Je passe ensuite à une question de M. Gonzalez, qui te demande: quelles sont les difficultés observées avec CAPA pour la prévision dans des zones montagneuses? Autrement dit, c'est quoi effectivement l'enjeu dans les zones montagneuses? C'est une question de résolution? C'est une question d'autre chose? Il y a plusieurs choses. Donc, je pense que pour les régions montagneuses, pour le moment, ce qu'on utilise, c'est une interpolation optimale. Et dans les modèles d'interpolation optimale qu'on utilise, on ne tient pas compte de la différence d'altitude entre deux points. Donc là, par exemple, si ma station est dans la vallée, puis que j'ai un point de grille qui est lui plus en hauteur, mais il n'y a pas d'autres stations, il va prendre l'information qui est proche dans la vallée et qui va peut-être, je ne trouve plus le terme en français, mais qui va lisser en fait cette précipitation-là sur cet endroit-là. Donc là, ça va être un des points qui va faire qu'en montagne, ça va être moins intéressant. Mais aussi, la prévision en montagne est aussi plus difficile à la fois à évaluer et à prédire. Donc, c'est quelque chose... c'est un point intéressant. C'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. C'est pour ça que je ne donnais pas une liste exhaustive, mais par exemple, un des points d'amélioration, c'était d'intégrer justement dans nos fonctions d'interpolation optimale cette différence d'altitude pour éviter pas de tartiner, mais pour éviter de mettre l'information qui est en bas dans les hauteurs. Oui, c'est ça, c'est que les stations sont toujours dans les vallées. OK, j'ai une autre question ici de Mme Nathalie Laforte. Est-ce que les erreurs de prévision horaire sont aussi évaluées et quel est le niveau de précision moyen pour cette... Moi, j'avais une question quand tu parlais à la fin. Effectivement, peut-être Mme Laforte, c'est dans le même esprit. Tu as évoqué les précipitations horaires. Tu as dit que ce n'est pas des vraies précipitations horaires. Puis Mme Laforte, je comprends sa question, que c'est un peu la même question. C'est quoi les erreurs là-dessus? Puis
puis en quoi c'est pas des vraies précipitations? Pourrais-tu un peu élaborer? Ouais, Je parce suis que convaincu qu'il y a plein de gens là, qui ont vu 6 heures puis qui se sont dit 6 heures, ouais, c'est pas pire, mais nous, on voudrait 1 heure. ouais, donc là, la première question, est-ce que ça a été évalué pour la précipitation 1 heure? C'est pour la réanalyse, là, on parle. Donc c'est non. Et c'était aussi quelque chose qui est soulevé. Donc il faudrait qu'on évalue la précipitation horaire qui est disponible. Ça a été évalué pour 6 heures et pour 24 heures. Donc là, c'est vraiment dans le papier de la réanalyse en bas. Donc j'ai dit que ce n'était pas des vraies précipitations 1 heure, dans le sens où pour la prévision, oui, c'est des vraies précipitations, parce qu'on utilise la prévision pour faire la réanalyse. Pour la prévision, oui, c'est des précipitations 1 heure, c'est des prévisions 1 heure. Mais c'est parce que c'est les données qui sont assimilées. Elles, on n'a pas de, il y en a quelques-unes qui sont aux heures, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a fait en sorte, en fait, de désagréger les précipitations 24 heures pour qu'elles fitent avec les précipitations 6 heures qui sont disponibles. Et donc, c'est un travail, c'est vraiment une désagrégation linéaire de la précipitation de façon à ce qu'elle fitte avec les précipitations 6 heures qui sont, elles, beaucoup plus disponibles. Donc, c'est ça que je veux dire. Mais est-ce que tu recommanderais l'utilisation de ces données-là pour des applications, je ne sais pas moi, en hydrologie ou autre, ou tu mettrais un gros avertissement, puis tu suggérais plutôt d'aller sur l'usage? Ça serait quoi tes recommandations à cet égard-là? Parce que je suis convaincu qu'il y a plein de gens là, qui se posent cette question. Oui, honnêtement, là, si on veut faire les choses proprement, je l'évaluerai. Puis l'un des avenues pour l'évaluer, c'était de l'évaluer contre, par exemple, l'analyse Stage 4 qui est disponible à 1 heure pour voir au moins qu'est-ce que ça donne. Stage 4, c'est des radars, ça. Hein? C'est un mélange de radar et d'observation. Oui, okay. Pardon pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment des données sur gris également, de combinaison de radar et d'observation. Aux États-Unis. Donc là, c'était une des avenues pour évaluer les précipitations horaires. Après, est-ce que je le recommande ou pas? Sachant ça, je ne sais pas. Je sais que je recommande fortement la précipitation 24 heures parce qu'elle est vraiment, on a beaucoup de données qui sont assimilées là-dedans, mais après, le patron de la précipitation dans ces 24 heures-là, même jusqu'à 6 heures, ça devrait aller. Après, je ne sais pas ce que ça peut donner, et puis ça dépend des applications, ou si on est intéressé vraiment par avoir des pics de précipitation. Ouais, ça sera peut-être moins approprié, mais je ne veux pas me prononcer sur quelque chose qu'on n'a pas évalué. Donc, mais c'est une bonne question. Oui, parce que tu es consciente qu'une résolution de 10 km, c'est intéressant, mais il faut que tu aies une résolution temporelle aussi intéressante. Par exemple, je pense à des applications sur des petits bassins en hydrologie. Oui. Donc, si tu as 24 heures, tu as 10 km, 24 heures, c'est une éternité si tu fais un petit bassin. Là. Oui, ça c'est... Ouais, c'est plus on va s'intéresser à des événements plus extrêmes, plus ça va sans doute être plus limitant. Mais pour d'autres applications, ça reste quand même super intéressant. C'est ça.